qualifient d'actes barbares les bombardements de l'OTAN. D'ailleurs, ils disent que ce sont les bombardements de l'OTAN qui ont chassé les Kosovars de Pristina et des autres villes et non pas les forces serbes. Pendant ce temps, ça continue du côté de Belgrade également, des attaques assez lourdes au cours des dernières heures, entre autres au quartier général de l'armée yougoslave et différents édifices gouvernementaux qui ont été touchés. Et la question des réfugiés reste toujours extrêmement préoccupante. On vous parlait d'un camp qui avait été vidé hier. Ces gens-là sont maintenant du côté de l'Albanie. On les a rassemblés dans un stade, mais les conditions sanitaires restent toujours extrêmement précaires. Donc, il y a beaucoup d'aide au niveau international qui reste à arriver et certains des réfugiés qui sont envoyés dans des pays pour de l'aide. Dans les garderies du Québec où les employés sont syndiqués à la CSN, il risque d'y avoir grève aujourd'hui. Deuxième journée de grève, il y en avait eu une la semaine dernière. On veut revoir à la hausse les conditions salariales, les conditions de travail tout court, finalement. 200 garderies syndiquées à la CSN qui sont touchées, mais il y a également un mouvement d'appui dans l'ensemble des garderies. Il y a manifestation prévue devant l'Assemblée nationale et on parle d'une grève générale illimitée, possiblement pour la mi-avril, le 15 avril. Alors, les parents qui ont à composer avec le problème aujourd'hui pourraient avoir également à composer avec le problème d'ici quelques semaines. Et si on sent rapidement du côté de LCN, Sylvain Drapeau, ce qu'on va surveiller aujourd'hui, c'est le début de saison des expos, mais pas nécessairement seulement ce qui se passe sur le terrain. Tout à fait. Ce soir, 19h, donc, on attend 35 000 personnes. LCN va suivre, bien sûr, le match, mais aujourd'hui même, vous savez, Bird Air, les ingénieurs ont décidé d'aller faire un tour sur la structure pour inspecter, donc, le toit, la toile, à quelques heures seulement du match. Ce qui a fait dire à beaucoup de monde qu'il n'est jamais trop tard, finalement. LCN va suivre ça aussi. Jamais trop tard. Il faut bien faire. Oui. Merci Sylvain, merci Jean-François. En Mauricie, on veut encourager l'achat local, comme dans bien des régions. Alors, on a instauré cette carte à puce qui permet, lorsque vous achetez chez des marchands locaux, d'accumuler des rabais, des points, oui, c'est ça, vous avez raison, des points échangeables pour des rabais à venir lors des achats subséquents dans la région. Alors, c'est pas lors du premier achat, c'est en accumulant plusieurs achats locaux que vous réussissez à obtenir des rabais sur d'autres achats. Créer des habitudes d'achat régional. Créer une habitude d'achat régional. C'est bien choisi comme mot, ça. La météo, José Sanson, 7h30 pile. Est-ce qu'il pleut toujours? Oui, vous avez toujours votre parapluie? Oui, tout à fait. Combien de temps allez-vous le garder? Encore quelques heures. D'ici jusqu'à la fin du show, ça c'est certain, puisqu'on prévoit que les averses vont terminer environ vers 10 heures sur la région de Montréal. Par la suite, ça demeure nuageux. On aura le droit à un beau dégagement en fin d'après-midi. Ça va être une journée sensiblement comme celle d'hier, entre autres pour Montréal et Laurentides, la Naudière, ainsi que la Montérégie. Donc ça s'améliore, mais au cours de l'après-midi seulement, les averses vont cesser au cours des prochaines heures. Une force terrestre maintenant, même si le gouvernement canadien, on a parlé hier en termes moins voilés, elle risque d'être compliquée par des mines plantées à la frontière entre le Kosovo et l'Albanie par l'armée yougoslave. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés, ces mines empêchent aussi des Kosovars de fuir le Kosovo. Ces Kosovars pourraient servir de bouclier humain advenant une attaque de l'OTAN au sol, une situation qui laisse l'OTAN perplexe, comme l'a dit son porte-parole ce matin sur nos ondes. Il est difficile exactement ce qui est dans la tête de Milosevic quant à ses intentions. Parce qu'il a commencé par nous donner l'impression qu'il voulait faire sortir presque tout le monde du Kosovo. Et ces derniers temps, par contre, il ferme les frontières et il oblige beaucoup de gens qui se dirigeaient vers les frontières à reculer, à retourner au sein du Kosovo même. Ce qui, en plus, nous donne beaucoup d'inquiétude. Parce qu'au moins les réfugiés qui sont dans les pays voisins peuvent être aidés par les organisations internationales. Le gérant et mari de Céline Dion, René Angélil, souffre d'un cancer. Il a été opéré la semaine dernière à Dallas, au Texas, pour enrayer un début de cancer dans la région de la gorge. Le spécialiste américain qui a opéré le mari de Céline Dion a indiqué par voie de communiqué que M. Angélil s'était très bien remis de l'intervention et que le pronostic était excellent. Il devra maintenant subir un traitement de radiothérapie pendant 6 semaines. Céline Dion a décidé d'annuler tous les concerts qu'elle devait donner entre le 13 avril et le 7 mai. La chanteuse demeure au chevet de son mari dans leur résidence de Jupiter en Floride. Ces spectacles seront reportés à l'automne prochain. D'ailleurs, des statistiques publiées ce matin montrent une amélioration de la situation dans la majorité des types de cancers. Selon les données de la Société canadienne du cancer, le taux d'incidence et le taux de mortalité de la plupart des cancers se sont soit stabilisés ou ont décliné au cours des 10 dernières années.
Mais l'organisme souligne que le cancer du poumon continue de faire des ravages alors que les cancers de la prostate et du sein sont en progression. Les infirmières de la Saskatchewan sont en grève depuis 20 heures hier soir. Le syndicat, qui représente les 8400 infirmières de la province, a déclenché cette grève à la suite d'un échec des négociations avec le gouvernement pour obtenir de meilleures conditions de travail. Les grands chantiers de construction industrielle et de voirie pourraient être paralysés au Québec à compter du 27 avril. Les 70 000 salariés du bâtiment commercial, industriel et des grands travaux menacent en effet d'aller en grève si aucune entente n'intervient d'ici là avec les entrepreneurs pour le renouvellement de leur convention collective. Le principal litige porte sur les salaires. De grands chantiers comme ceux de l'Alcan à Alma et de Magnola à Asbestos pourraient être touchés, ainsi que plusieurs travaux d'asphaltage de routes. Le secteur de la construction résidentielle ne sera pas affecté. En Outaouais, 150 millions seront investis pour moderniser l'usine papier-maçon de Masson-Angers. La papetière, dont les équipements datent des années 40, sera équipée d'une nouvelle technologie fabriquée de pâtes thermomécaniques. Cette modernisation assurera la survie de la papetière, mais entraînera la fermeture d'un département et la perte de 185 emplois. Et à Marieville, en Montérégie, Outil Gladu va agrandir son usine et doubler sa capacité de production. Un investissement de 15 millions dans cette entreprise qui fabrique des outils de coupe. 150 emplois seront créés. Québec investit 550 000 $ et accorde un prêt sans intérêt de plus d'1 million de dollars. Les agriculteurs du Val-Saint-François seront dédommagés pour les dégâts causés cet hiver par les travaux de construction de la ligne à haute tension Hertel des Cantons. Hydro-Québec accepte de défrayer le coût de remise en état des terres qui sont parsemées de drains écrasés, de fossés obstrués et d'ornières laissées par la machinerie lourde. Les cultivateurs craignaient que l'état de leurs terres ne les empêche de faire les semailles. Et puis, sur la Haute-Côte-Nord, la pénurie de médecins force les municipalités à faire preuve d'originalité pour attirer de nouveaux candidats. Et la solution proposée est de leur faire construire une maison avec vue sur le fleuve. C'est le cas aux Escoumins et à Forestville, où la Régie régionale de la santé en a fait construire 4. Les médecins devront toutefois verser un loyer de 900 $ par mois. On espère ainsi les attirer et les garder à long terme. Alors voilà, Michel, c'était les nouvelles. Merci Nathalie, à plus tard. Allons-y tout de suite avec d'autres informations régionales. Le Musée des arts et traditions populaires de Trois-Rivières est une fois de plus dans l'eau chaude. Une entreprise de construction à qui le musée doit près de 2 millions de dollars menace de vendre l'institution. Je vois Stéphane Lévesque à Trois-Rivières pour avoir plus de détails sur l'affaire. Bonjour Stéphane. Bonjour Michel. C'est une situation qui est d'autant plus difficile que le musée n'a que quelques jours pour rembourser sa dette, jusqu'au 16 avril en fait. Justement, quelques jours pour faire des actions concrètes pour bloquer les intentions de la firme Cogerex de Ville-Saint-Laurent. C'est que cette firme-là, Cogerex, a participé à la construction du musée. Il y a une dette, comme vous l'avez mentionné, de près de 2 millions de dollars. Une dette que refusait de rembourser le musée sous prétexte que les travaux avaient été mal effectués. Cependant, 200 sentences arbitrales à la fin de l'année dernière ont donné raison à la firme Cogerex. Alors maintenant, Cogerex veut son argent. Alors Michel, le 1er avril dernier, Cogerex a déposé 4 saisies qui bloquent le compte de la Caisse populaire de Trois-Rivières du musée, qui bloquent aussi l'accès à la fondation, à la direction générale et qui bloquent toute somme d'argent qui pourrait provenir du ministère de la Culture et des Communications du Québec. C'est donc dire que le musée n'a plus aucune source de financement en ce moment. Et Cogerex menace, d'ici le 16 avril, de faire en sorte que le musée soit vendu à l'encan pour récupérer cet argent-là. Est-ce que le milieu culturel a réagi à cette menace? Réagit vivement, avec beaucoup d'inquiétude aussi et beaucoup d'appréhension. Il faut dire qu'à l'époque, avant les élections provinciales, Michel, la ministre Louise Beaudoin, la ministre de l'époque de la Culture, s'était montrée très préoccupée par l'avenir du musée et toutes ses difficultés financières. Mais bon, c'est un dossier qui a changé de main. C'est maintenant la ministre Agnès Maltais qui a ça entre les mains. Et elle est toujours à l'évaluation du dossier. Elle n'a pas donné de signe de vie concret ou d'avenue de solution, ou en tout cas ce qu'elle entendait faire avec le musée. Alors cet après-midi, 15 h, il y a une conférence de presse. Le Conseil de la Culture va prononcer un point de presse pour justement faire le point sur l'état de la situation et faire état aussi des dernières communications que le Conseil aura eues, on l'espère, avec la nouvelle ministre de la Culture, Agnès. Merci beaucoup, Stéphane. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.
On sait que le musée était carrément saisi. Là. On allait vendre la bâtisse pour que Cogerex puisse récupérer son argent. Il y avait tellement plus d'argent dans la caisse que même les employés du musée se seraient vus refuser carrément leur paye aujourd'hui. Donc, c'est une décision importante du tribunal. Ça va permettre à la Caisse populaire de Trois-Rivières d'avancer encore de nouveaux fonds. Si cette décision-là n'avait pas été prise aujourd'hui, le musée carrément fermait ses portes cet après-midi à 17 h. Voilà, c'est ça. Et ça, j'imagine que c'est une décision qui ne fait pas l'affaire, par exemple, de la compagnie Cogerex. Cogerex, à qui on a parlé en fin d'après-midi, le représentant, l'avocat, justement, de Cogerex, était un peu en colère de cette décision. On pense même d'en appeler et on se demande qui va pouvoir payer le 1,8 million, même avec un délai de 30 jours, on l'écoute. Alors, à l'heure actuelle, je vous pose la question, quelle est la proposition que le musée entend faire pour régler la réclamation de Cogerex? Et la réponse, c'est qu'il n'y en a aucune à l'heure actuelle. On dispose d'un délai de 30 jours de suspension des procédures pour soumettre une proposition à construction Cogerex. Mais cette proposition-là ne peut venir que du ministère de la Culture ou encore que du milieu culturel de Trois-Rivières. Le musée, la réponse, ils n'ont pas d'argent. Et pendant ce temps-là, Pierre, ça négociait extrêmement serré du côté de Québec. Voilà, la direction du Musée des Arts et Traditions populaires du Québec de Trois-Rivières était à Québec pour négocier avec la sous-ministre de la Culture. Négociation, évidemment, on a besoin de beaucoup d'argent, on a besoin de beaucoup de millions de dollars. Et pendant ce temps, ici à Trois-Rivières, il y a eu le Conseil de la culture de Trois-Rivières et de la région qui a réuni bon nombre d'intervenants économiques et qui a reçu des appuis de partout, dont le directeur général de la Cité de l'Énergie, Robert Trudel, qui a dit que sans le Musée des Arts et Traditions populaires, sans attrait important, la Cité de l'Énergie à Shawinigan allait mourir parce que sans attrait, si elle est toute seule dans la région comme attrait touristique, ça ne pourrait pas fonctionner. La Cité est vouée donc à un échec, sans aide d'autres attraits touristiques. Pierre, on continue de suivre ça. Merci beaucoup pour les précisions. Merci, au revoir. Pendant ce temps-là, du côté de Bécancour, il y a une profonde mésentente actuellement entre les ex-dirigeants du manoir La Renaissance et les résidents de ce manoir-là. Ce qui se passe, c'est qu'on a décidé carrément de fermer les portes, ce qui fait que les résidents ont dû se relocaliser de façon précipitée. À Bécancour, secteur Saint-Angèle-de-Laval, le manoir La Renaissance, une maison privée de traitement et de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes, a ouvert ses portes en novembre 1996. Plus de 500 résidents sont passés par cette maison. Au début du mois, les deux administrateurs, Denis Labranche et Michel Morin, ferment les portes pour cause de faillite. Selon les résidents restants et les nouveaux administrateurs, Serge Rouette et Denis Gosselin, les ex-administrateurs ont encaissé les chèques d'aide sociale et d'assurance-emploi des résidents pour le mois d'avril, comme cela devait se faire, mais pour des services à la Renaissance qui est maintenant fermée. Les quelques 15 résidents ont dû se relocaliser dans une petite maison non loin de la première. S'il y avait moyen de pouvoir retoucher un peu d'argent des prestataires, des résidents qui sont partis, c'est pas obligé d'être une somme énorme, au minimum pour payer le logis et nous assumer pour le mois qui va suivre. Alors ça pourrait représenter combien? Bon, on peut parler de 2 000 à 3 000 $. Denis Morin, ex-administrateur de la maison La Renaissance, dit que son collègue et lui n'ont rien à se reprocher dans cette affaire. Monsieur Delavoye, on est en faillite. On n'a plus un sou. J'ai fait une demande moi-même d'aide sociale hier. J'ai une femme. J'ai 2 enfants. J'ai pas de 3 à 4 000 $ à verser. Je leur dois rien. C'est qu'on a eu, en plus de s'être endetté personnellement, d'avoir investi personnellement, au départ, 45 000 de mauvaises créances. Ils sont insaisissables. Les résidents de la nouvelle maison de thérapie espèrent maintenant trouver les quelques milliers de dollars pour subsister. Pierre Delavoye, à Bécancour. Rien ne va plus dans le conflit à la fonderie Grand-Mère. La rencontre de conciliation tenue plus tôt cette semaine s'est soldée par un échec. L'employeur qui est demeuré sur ses positions et les 55 employés sont en l'accord depuis le 31 octobre dernier. Aucune nouvelle date de rencontre de conciliation n'a été fixée. Depuis sa création, il y a 1 an, le CLD de Franceville a contribué à la réalisation de 62 projets d'entreprise. Ces dernières ont investi 15 millions de dollars et permis la création ou le maintien d'environ 400 emplois. Le président du CLD, Normand Ricard, a indiqué que l'une des faiblesses du territoire de Franceville était la sous-représentation d'entreprises dont le nombre d'employés varie entre 50 et 200. Eh bien, on a probablement trouvé une nouvelle vocation à l'ancienne maison des vins de Trois-Rivières, TQS Mauricie, qui a appris que cette maison sera ouverte aux touristes au cours de l'été prochain. Les touristes auront une raison de plus cet été de se promener rue des Ursulines, l'une des plus belles artères du vieux C'est que l'ancienne maison des vins, un bijou historique, va revivre du moins le temps de la saison estivale.
Si le gouvernement fédéral donne le feu vert d'ici 3 semaines à la création d'emplois d'été, la Corporation de développement culturel et l'Office du tourisme et des congrès auront le mandat d'animer cette maison construite entre 1824 et 1829. On connaît aussi l'endroit sous le nom de Maison Hertel de la Frenière. L'Office du tourisme s'occupera de l'animation et la Corporation de développement culturel du contenu présentable aux touristes. Par exposition, on parle d'exhibitions déjà connues des Trifluviens. Vercors, de son patrimonial, genre les vitraux de la cathédrale, l'île Drave, la rue des Porches, et d'animer cette maison-là. Pour l'instant, nous attendons des subventions à l'emploi étudiant du gouvernement fédéral, et dès que nous allons avoir des nouvelles, ce qui devrait prendre 2 à 3 semaines, nous pourrons confirmer officiellement que cette maison sera ouverte au public durant toute la saison touristique. Avec cette nouveauté, Trois-Rivières, ville d'histoire et de culture, pourra offrir également, dans le cadre de l'événement Duplessis, un circuit patrimonial. Le manoir de Panencourt, la galerie du Parc-Plage, le musée des Orphelines et, entre les deux, la Maison des Vins qui sera un circuit intérieur intéressant, en plus du circuit extérieur. Donc, les touristes pourront rester plus longtemps. Et quand les journées seront plus moissables, effectivement, les activités intérieures sont plus recherchées. Pierre Catelier, à Trois-Rivières. Loi des neiges qui fait le bonheur de bien des gens du côté de Baie-du-Fèvre crée toutefois de sérieux problèmes au niveau des agriculteurs. Et ces derniers sont très heureux de l'ouverture de la chasse à l'oie qui est prévue pour jeudi prochain. François Saint-Onge là-dessus. Pour André Lemaire, la migration printanière de Loi des Neiges, ce n'est pas un spectacle réjouissant. On est en plein centre du terrain où est-ce que l'an passé, là, on a eu 400 acres de maïs qui a été vraiment détruits par les oies. Vous évaluez ça à combien, les pertes que vous avez eues ici? Les pertes, je les évalue à environ entre 100 et 115 000 $. J'ai évalué environ 150 000 oies en plein centre du terrain. Ici, dans votre champ? Dans mon champ. Ça prend combien de temps à 150 000 oies pour manger les pousses que vous aviez semées? Bien, on évalue qu'un oie peut manger entre 135 et 140 pouces de maïs par oie. Par jour? Par jour. Donc, ça vous donne un chiffre assez facile. En 2 jours, votre champ est fini? Oui. C'est ça? Oui. L'an dernier, la Régie de l'assurance récolte a versé un montant record en indemnisation, près de 230 000 $, 10 fois plus que l'année précédente. Mais les pertes réelles encourues par l'ensemble des agriculteurs de la région s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de dollars. Pour la première fois depuis 1916, Ottawa autorise cette année la chasse printanière à Loi des Neiges. C'est pas loin, les fusils. C'est avec ça, vous chassez loin. Et André Lemaire n'a pas pris de chance. Une trentaine de chasseurs feront le guet sur ses terres. Plus ça va péter fort, plus je vais être content. Tout est prêt, tout est en position, c'est structuré. Il faut que les oies ne soient pas dans mon camp cette année. Est-ce que les oies vont se déplacer? Est-ce qu'ils vont se sauver du secteur? Ou est-ce que, malgré qu'il y a de la chasse alentour, ils vont rester parce que c'est un bassin d'alimentation? C'est le gros point d'interrogation, ça. Cette chasse du printemps, c'est un projet pilote qui vise à stabiliser la population à 1 million d'individus. Mais pour les agriculteurs, c'est presque une question de survie. François Saint-Onge, à Baie-du-Fèvre. Enfin, un mot pour vous dire que les Cataractes de Shawinigan sont éliminés. Ils se sont inclinés hier soir à Hull 6-5 en seconde période de prolongation. Et une odeur, une puanteur étouffante dans ce cas. Et les gens